Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maison Conquête. Je me présente, je suis Gaëlle Dumora et je vous propose de vous accompagner dans votre relation avec votre lieu de vie. Que vous vous sentiez mal chez vous ou que vous vouliez partir à l'autre bout de la France, je vous propose de tout poser dans un cadre bienveillant pour mieux trouver votre place. Je vous invite dans mon chez-moi digital, maisonconquête.fr, pour y trouver l'accompagnement qui vous correspond. Et en tous les cas, n'hésitez pas à venir vers moi. J'adore parler maison et de tout ce qu'elle représente. Alors, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast avec Valérie du podcast Ciao Paris. On se suit avec Valérie depuis quelques temps déjà. Valérie est journaliste et elle a créé le podcast Ciao Paris pour l'aider à passer le pas du changement de vie. Et vous pensez bien, l'une qui parle de quitter Paris et l'autre de l'importance de créer son lieu de vie idéal, eh bien nous étions faites pour nous rencontrer. Alors en avril, je suis allée découvrir son chez elle, à côté de Toulouse, et on en a profité pour enregistrer un épisode du podcast pour parler du changement de vie bien sûr, mais des lieux de vie, de l'importance de rêver pour imaginer sa nouvelle vie, d'être au clair sur ses besoins au quotidien. Bref, un épisode à écouter pour ceux qui projettent de déménager dans les prochains mois, ou pas. Belle écoute! Bonjour Valérie. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis en région toulousaine, on va dire ça comme ça. On peut dire ça, oui. Hein? On est à 15 minutes de Toulouse, Gaëlle. Ouais. Tout à fait. Avec Valérie qui a le podcast Ciao Paris. C'est ça. Et aujourd'hui, on va parler changement de vie. Changement de ville et changement de vie. Voilà, et changement de lieu et voilà, et nouvelles habitudes. Exactement. Donc tu as créé le podcast Ciao Paris il y a combien de temps maintenant ? Je l'ai créé en 2020. Mm-hmm. C'est un podcast que j'ai commencé à réfléchir et à imaginer en 2019, un an après avoir fait un gros burn-out, parce que je m'étais rendu compte que une des causes de ce burn-out était mon lieu de vie, parce que je vivais à l'époque en région parisienne. Excuse-moi, je te coupe direct. Mais, vas-y. Ton lieu de vie ou Paris ? Non, Paris. Voilà. Paris, parce que mon lieu de vie était justement... j'habitais dans une petite maison de ville à Saint-Ouen. D'accord. Donc en proche banlieue, première couronne. Et non, c'était mon petit paradis. J'ai eu beaucoup de mal à la lâcher d'ailleurs. D'accord. En arrivant ici, c'était... Tu vois, j'étais contente d'avoir quitté la région parisienne, mais j'ai mis beaucoup de temps à faire le deuil de ma maison. Ouais. Qui restait ma maison, même après que je sois partie plusieurs mois après. Donc Paris devenait un problème. Oui, Paris était un problème depuis un moment déjà. Et puis, quand j'ai fait ce burn-out, clairement, je me suis dit, là, il faut que je change ça. Il faut vraiment que je change ça. J'avais un besoin de retrouver une connexion, enfin de me reconnecter à la nature, tu vois. Le fait d'être entourée de béton, ça m'a un peu coupée de moi-même. Moi, j'ai grandi en Corse, je suis née à Ajaccio, mais j'ai grandi à Porto Vecchio. D'accord. Et donc, j'ai passé mon enfance à moitié sur l'eau, à moitié en haut des montagnes, parce que j'avais un grand-père marin qui avait un voilier, donc on partait tout le temps naviguer. Et puis l'été, dès qu'il faisait beau, on partait naviguer. Et puis, de mai à octobre, on était sur l'eau. Et de octobre à avril, on était à pique-niquer dans les montagnes, à aller se balader. Donc, c'est vrai que... vraiment ancrée dans la nature. Donc, c'est vrai qu'à Paris, les codes ne sont pas tout à fait les mêmes. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Et t'as pas... il y a plein de choses, hein, mais c'est vrai qu'en tout cas... Je sentais que j'avais vraiment besoin, pour me retrouver, j'avais besoin d'avoir plus de nature autour de moi. Okay. J'avais du mal à savoir, encore à ce moment-là, combien de nature, parce que quand même, j'ai été citadine pendant 20 ans, tu vois, j'ai vécu à Paris de 18 à 40, donc on change pas non plus, tu vois, j'allais pas aller m'acheter une cabane dans la forêt, quoi. Ouais, donc professionnellement, donc à l'époque tu étais journaliste, tu l'es toujours d'ailleurs, mais en tous les cas tu étais déjà journaliste. Oui. D'accord. Oui. Okay. J'ai été journaliste en presse écrite et
et web, comme on dit. Ok. Donc voilà, ouais, j'étais plutôt... j'écrivais. Et j'étais en rédaction à l'époque dans un magazine. D'accord. Mais ça pouvait se faire qu'à Paris. Ouais. Mais en fait, dans mon dernier job, où j'étais chez Psychologie Magazine, à l'époque, quand je suis arrivée, je rencontre la directrice éditoriale du magazine, qui s'appelle Flavia, et elle, à l'époque, vit à Ajaccio et vient une semaine par mois à Paris. Et là, quand ça t'a ouvert un nouveau monde. Je me dis, mais mon Dieu. Et là, on est en 2015. Mm-hmm. Et à ce moment-là, je me dis, mais mon Dieu, c'est possible de faire ça ? Ça existe. Ça, c'est la vie de mes rêves, en fait. C'est la vie de mes rêves. Tu vis à un endroit dans lequel tu es bien, tu es connecté à la nature, etc. Et en même temps, tu peux continuer à bosser, à faire le métier que tu aimes. Fantastique. Bon, il se trouve qu'elle a des grands-enfants et qu'elle n'a pas besoin de les emmener à l'école tous les matins, donc ça... Oui, bien sûr. Après, chacun ses contraintes ou Exactement. ses obligations, on va dire. N'empêche que familiales. ça m'ouvre quelque chose, quoi. Ça Est-ce que tu penses que c'est la graine, en fait, la première graine qui est arrivée ? D'accord. Oui, carrément. Donc, tu commences à te dire, il y a quelque chose qui cloche, enfin, il y a quelque chose qui ne me convient pas, cette vie parisienne ne me convient pas, et donc c'est à ce moment-là que tu décides de créer le podcast. Ou c'était avant. Ah non, c'était... donc 2018, là, je fais un gros burn-out. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un jour, je commence à pleurer et puis je m'arrête plus. Épuisement mais c'est pas que le boulot, c'est un épuisement global, c'est toujours Ouais. multifactoriel, tu vois, les causes sûr. de burn-out. Donc, il y avait évidemment le boulot et un surinvestissement de ma part. Il y avait un environnement de vie, clairement, qui me convenait plus. Il y a eu les attentats, il y a eu tout à coup une arrivée, on avait nos bureaux à Stalingrad, dans le 19e à Paris, place Stalingrad, et tout à coup, un matin, il y a un village de migrants qui... tu vois, il y avait peut-être 8000 personnes. D'accord. Qui vivaient, qui étaient sans domicile et qui vivaient au pied du bureau. Et qu'il fallait traverser... tu vois, c'était des familles entières. Donc ça, c'est aussi un environnement, c'est particulier quand même. Mais c'est la violence, c'est une certaine forme de violence en fait, hein, de constater ça et de voir peut-être aussi la misère du monde, hein, tout simplement. Oui, et puis t'es impuissant. Tu vois, Et ça te ramène tous les jours à ça. Ouais. Alors c'est encore plus difficile, j'imagine, de vivre pour eux dans ces conditions-là, mais au-delà de ça, toi, ça te ramène à ça. Donc ça aussi, on va dire que c'est le deuxième peut-être électrochoc. Ouais. Qui t'amène donc à la création du podcast à ce moment-là. C'est ça, ouais, en fait. Ça fait son chemin. Oui, pendant 1 an, on va dire presque, je me repose. Je me repose, je reconstruis. Je fais beaucoup de couture, j'apprends la couture. Je fais beaucoup de brocante, je chine, je répare des objets, je me répare aussi en même temps. Et puis quand je commence à aller mieux, voilà, l'idée de partir revient. Faut un peu de force quand même pour partir. Ah oui, bien sûr. Changer de vie, faut de la force, faut de l'énergie. Il faut prendre l'élan. Ouais. Et donc voilà, donc on met en place, enfin voilà, petit à petit, la graine germe et l'idée pousse. Mais on se retrouve confronté à des difficultés, comment dire, plusieurs de nos projets n'aboutissent pas. Et tu vois, on devait partir à Montpellier, puis finalement, ça se fait pas. Enfin, il y a plusieurs portes qui se ferment comme ça, pour des raisons différentes. Hein. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas à partir ? C'est pas si compliqué quand même, tu vois, en soi, bon. Enfin, si, mais bon. Si, quand même. Et c'est une entreprise complexe, mais... Ce qui fait que ça ne marchait pas, je me disais, il y a bien quelque chose à dénouer. Tu vois, j'avais besoin de dénouer ce qui faisait que de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Et donc, j'ai été voir, j'ai fait ma journaliste de base, j'ai été voir des personnes qui l'avaient fait pour leur demander comment ils avaient fait. Et en fait, j'ai entendu des histoires qui m'ont beaucoup aidée à faire mon propre chemin, à me poser les bonnes questions. Et puis surtout, j'ai eu envie de les partager. D'accord. Et ce qui était aussi le signe que j'allais mieux. C'est que, oui, bien sûr. Voilà, parce qu'à ce moment-là, je me dis que, enfin professionnellement, en tout cas, je me dis que j'ai plus du tout envie d'être journaliste. Je ne sais pas ce que je veux faire. À ce moment-là, j'imagine que j'ai une maison quelque part, un petit local à côté,
et que j'ouvre une brocante, tu vois, une espèce de café brocante où je fais des podcasts. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est un espèce de lieu un peu fourre-tout comme ça. Et un lieu d'accueil, de Mais rencontre. concrètement, c'est tout ce qui te touchait à l'époque. C'est un peu tout ce qui me touchait à l'époque. Et que tu as tout mis dans un lieu, certes. Ouais, mais finalement, c'est des ingrédients, oui, que je retrouve même dans mon podcast. Mon podcast, en fait, c'est un lieu virtuel de rencontres et d'échanges. Ouais, c'est un lieu assez vivant auquel participent beaucoup mes auditeurs, mes auditrices. Ouais, c'est clair. Ouais. Comment tu as choisi le où? Comment ça s'est passé? Le où je vais m'installer? Je sais que je veux partir, donc tu arrives au burn-out, tu te reconstruis, tu construis ce nouveau projet qui est le podcast pour t'aider à prendre l'élan, à t'inspirer. C'est comme ça que je l'entends. C'est ça. Et comment tu en es arrivé au où je vais? Parce que très souvent, on a envie de partir, mais la question, le nœud du où, c'est souvent... Ah, ça a été un gros nœud. Hein. Comment tu as fait? Ou comment les personnes que tu as interviewées ont fait? Il y a peut-être eu des épisodes, il y en a plus de 40 maintenant, donc peut-être que tu peux t'inspirer, ou peut-être il y a des choses qui t'ont marqué. Alors, il y a différentes façons de choisir. Il y a des personnes qui retournent dans leur région d'origine. Il y a des coups de cœur aussi. Mais souvent, c'est ce que dit Jean Viard dans... Le dernier épisode, enfin, ou pas le dernier, avant-dernier. Pas le dernier, mais c'est un des derniers, là. C'est l'épisode 44. Jean Viard, il est sociologue, il est aussi spécialiste des mobilités et des territoires. Enfin, et il a beaucoup travaillé sur cette question des mouvements démographiques. Et il dit, en gros, on choisit l'endroit parce que quelqu'un m'a dit que. Ouais. Quelqu'un m'a dit. C'est ça. C'est l'histoire de 68 aussi. Lui, il a choisi comme ça. C'est parce que... voilà, soit tu connais quelqu'un, soit on t'a parlé d'eux, ou du coup tu y as été en vacances, tu as pu expérimenter ce lieu. Enfin, on n'arrive jamais quelque part par hasard. Tu vois, les endroits nous choisissent aussi. Dans mon cas, ça a été... moi, en fait, la mère de mon père est ariégeoise. Mes grands-parents avaient dans les Pyrénées un refuge au col du Puy-Morins, pendant la guerre. Donc il y a une histoire comme ça un peu familiale, lointaine quand même, parce que moi j'ai jamais vécu par ici. Et j'ai aussi des cousins ici. Et en fait, en 2021, ça fait donc 1 an que j'ai lancé le podcast. Ma sœur, qui est genre l'auditrice numéro 1 du podcast, qui les connaît tous par cœur. Elle a une carte de membre. Me dit, Valérie, dans 6 mois, je suis à Toulouse. Ah bon? Ok. Et à l'époque, moi, je suis encore dans un truc où je réfléchis. Elle est à Paris, elle aussi? Elle habite à 15 minutes, 20 minutes de chez moi. On est très proches, on est ensemble tous les week-ends, nos enfants ont 9 mois d'écart, enfin, on est très fusionnels. Moi, nous, on fonctionne en tribu. Exactement, en clan. Et on a notre clan, et c'est vrai que vivre loin de ma sœur, j'avais envie de partir, mais vivre loin de ma sœur, c'était aussi clairement un des freins dont je n'avais pas conscience. Et j'en ai pris conscience le jour où elle m'a dit qu'elle allait s'installer à Toulouse. Et ça a été pour moi, j'ai réalisé qu'en fait, ça m'a ouvert, tu vois, ça a été comme une autorisation quelque part à partir. Ça t'a happé même. Ouais. Et donc là, on avance et on va visiter Toulouse. Et aux vacances de février, donc tu vois, janvier, elle me dit, Valérie, je pars dans 6 mois, je suis plus là. Ok. Fait vacances de février, nous, on va à Toulouse en vacances, on passe 1 semaine ici à se balader autour. À découvrir, à sentir. Voilà, c'est ça. Il se trouve qu'on est encore... seuls les commerces dits essentiels à l'époque sont encore ouverts. Donc c'est pas très vivant, c'est pas tout à fait représentatif de ce que peut être la vie ici. Donc il y a pas... Moi, j'attends beaucoup en venant un peu l'épiphanie. Tu vois, moi, je crois beaucoup
à ce que je sens. Et en fait, je sens rien. D'accord. Et puis la semaine d'après, donc je suis un peu déçue. Oui, tu vois. Ce que j'allais dire, c'est la déception. Ah ouais, je me dis, en fait, il se passe rien. Et comment ça se fait? Mais en même temps, peut-être que j'attends trop qu'il se passe quelque chose. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il se passe rien, tu vois. Enfin bon. Et la semaine d'après, on va en vacances dans les Pyrénées. On a loué un gîte avec une pote. Et en fait, là, on est en train de monter pour aller au gîte. On traverse un village. Et là, j'ai une espèce d'épiphanie où j'ai comme un espèce de syndrome de Stendhal, quoi. L'épiphanie, elle est là, tu vois. Et tout à coup, en fait, c'est... Mon tableau se peint devant mes yeux, quoi. Mais total, c'est pas du tout l'épiphanie que j'attendais, tu vois, ou le ressenti que j'attendais. Mais tout à coup, je me mets à pleurer, en fait. D'accord. On est là, on est en voiture et on passe à côté d'une rivière, on traverse un village qui lui-même est traversé par une espèce de rivière, un torrent, mais c'est 10 000 chevaux qui descendent à toute blinde de la montagne. Et ça me transperce, en fait. Ça me transperce et je me mets à pleurer dans la voiture. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et voilà, je suis vraiment saisie, quoi. Mais je me dis, bon, je ne vais pas aller vivre dans la montagne non plus. Et pourquoi pas? Parce que je suis pas prête, je pense. Ouais. Peut-être qu'un jour j'irai, mais je suis pas prête. Je suis pas prête, clairement. Et voilà. Là, ça fait le pendant avec la question que je te posais précédemment, c'est le où on s'installe. Moi, avec les personnes que je peux accompagner, il y a deux choses qu'on travaille en fait. C'est le partir ou le fuir déjà. Parce que fuir, c'est pas la même intention que partir. Partir, il y a je prépare, j'expérimente. C'est la voie que tu as décidé de prendre. Fuir, le problème, c'est qu'on met tout dans les cartons rapidement, sans réfléchir, parce qu'on a une espèce d'élan là, qui nous dépasse, etc., et qui nous dit il faut partir. Donc voilà, donc il faut fuir, on part. Et c'est un petit peu moins réfléchi, et c'est là souvent où il peut y avoir des remords à s'être installé là ou ailleurs, peu importe. Donc il y a cette première chose. Et puis, j'entends que aller dans un endroit où il y a du connu, aller dans l'inconnu, mais avoir du connu autour de soi, qui peut être de la famille, qui peut être une ville qui nous a porté petit, etc., etc., il y a aussi un chemin qui est aller de vraiment apprendre et faire un vrai travail sur soi et savoir ce qui nous connecte en fait. L'environnement, c'est savoir est-ce que je dois être proche d'un océan ou de la mer, parce que c'est pas du tout énergétiquement la même chose. Mais de la montagne, c'est ce que tu disais aujourd'hui. Peut-être que faire tout ce travail et vivre des expériences qui vont nous connecter à un environnement, à un quotidien, parce que le quotidien est important aussi. C'est peut-être intéressant aussi d'aller là-dessus. Alors, c'est le saut dans le grand bain, certes, parce qu'on n'a peut-être pas de repères autour de nous, mais il y a aussi peut-être une vie encore plus alignée. Voilà, qui est intéressante à aller étudier aussi. Je trouve que ce qui permet quand même, c'est important ce que tu dis, parce que avant de partir, il faut construire son projet. Oui. C'est hyper important. Et il faut construire son projet rêvé. Fantasmé, peut-être même. Peut-être aussi. Et il faut, une fois que tu as rêvé, ancrer ce projet dans la réalité de ton quotidien. Oui. De ton quotidien et de ta famille. Parce que enfant... Ouais. Oui, mari, de ce qui conjoint, correspond à ton voilà. quotidien et à tes contraintes, tu vois. Ouais. Ceux qui partent en famille prendront ces contraintes-là. Ceux qui partent seuls, prendront aussi. En tout cas, et comment tu peux interroger ça? J'aime bien l'idée d'avoir un carnet de rêves. Moi, j'en avais un. Quand j'ai commencé à aller mal, j'ai pris un grand cahier à spirale. Et dedans, j'écris, je colle, je dessine. Parfois, c'est juste des mots. Parfois, c'était des listes. Je trouve que ça permet de vider sa tête, de faire le tri et
de dessiner aussi ton projet. Parce que ton projet, en réalité, tout est en nous déjà. Bien sûr. C'est juste qu'on ne le voit pas. On a du mal à discerner entre le bruit des pensées, les contraintes du quotidien, ce qu'on veut, ce qu'on doit. C'est un bordel sans nom, tout ça. Donc, Bien sûr. je trouve que vider sa tête dans ce que j'appelle un carnet de rêves, mais qui en réalité est aussi un carnet dans lequel on va confronter ce rêve-là à la réalité, c'est très utile. Mm-hmm. C'est très utile. Alors, ça peut être un carnet personnel ou ça peut être un carnet partagé, tu vois, où chacun peut avoir son petit carnet aussi. Il y a différentes manières de le faire, mais ça a ses vertus parce que ça te permet de... En réalité, quand on part... Moi, ce que j'ai pu constater à travers tous les témoignages, et c'est ça aussi qui m'a touchée par rapport à mon histoire perso, mais c'est que dans toutes les histoires que je raconte de Ciao Paris, il y a à un moment dans la vie des personnes que je rencontre et qui sont parties, une rupture qui peut être positive, ça peut être une histoire d'amour, comme la psy Fabienne Kramer qui a fermé son cabinet et qui est partie vivre à Dublin parce qu'elle avait rencontré son grand amour. L'élan du cœur. Ouais. Mm-hmm. Ça peut être une naissance, mais ça peut aussi être des choses plus difficiles, une rupture, un deuil, un burn-out, voilà. Et il y a un besoin de se réinventer, d'écrire une nouvelle page de sa vie et qui passe par un changement de cadre aussi. Et donc, pour moi, il y a 2 questions pour préparer ce changement de cadre. C'est pourquoi je pars, en un seul mot, et pourquoi, en 2 mots, est-ce que je pars. Et ces 2 questions-là, quand tu y réponds bien, et c'est à ça que sert ce carnet de rêves, à répondre à ces questions, à imaginer ce qu'on veut plus, ce dont on a besoin, de tirer les fils qui sont dans sa tête, tu sais, un peu comme Dumbledore, là, avec la pancine. Tu vois, il fait surtout, ça connecte non plus à son cerveau, mais plutôt à sa créativité, à son cœur, en fait, et à qui on est. De ce fait, parce que notre cerveau... Et à qui on a envie de devenir. Oui. Parce que c'est ça aussi. Quand tu déménages, que tu pars aussi à ta rencontre. Ah ben c'est un vrai chemin. Tu m'aurais dit, il y a 2 ans, Valérie, tu vas acheter une maison dans un petit village de 3000 habitants, j'aurais été en PLS d'angoisse. Avec un atelier où il y a un soleil sur la fenêtre. Oui, mon atelier d'amour. Mais tu m'aurais dit ça, j'aurais été en PLS d'angoisse, vraiment. Parce que là, qu'est-ce que ça aurait... c'est parce que c'était pas les codes citadins. En fait, c'était ça qui te manquait. Mon problème... Le fait de t'engager sur l'achat d'une maison. J'avais un vrai problème avec la solitude. D'accord. Ouais. Donc c'est plus l'isolement parce que petit village. Exactement, okay. L'isolement. Et aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça. Je ne me sens plus seule. Tu vois, je ne souffre plus de solitude. Et ça, c'est un gros changement dans ma vie qui a été rendu possible. Enfin, tu vois, c'est une évolution qui existe parce que je suis partie de Paris, parce que j'ai fait mon chemin, que là, c'est la 2e année où on est à Toulouse, et que ça y est, je commence à plonger mes racines dans cette terre ici. Et je pense pas que c'est... Tu vois, c'est marrant parce que je me vois pas pour toujours ici. Ouais. Tu me parles de la région ou tu parles de ta maison ? Les 2. D'accord. Je me sens bien ici, dans cette région, dans cette maison. D'avoir déplacé mon centre de gravité, de l'avoir décentralisé, ça m'a permis de changer de point de vue et ça a vraiment modifié ma manière d'envisager les choses. Et c'est quelque chose que je vois aussi chez mes invités. Et ça a fait évoluer et grandir mes envies autrement.
Mais pour autant, j'ai pas le sentiment Voilà, je sais que c'est une étape, en fait. Mais parce que je pense que c'est un chemin. Tout comme il y a des personnes qui font le chemin de Compostelle, alors qui est plus restreint en durée ou ce genre de choses. Mais au-delà de ça, c'est un chemin. Et c'est symbolisé par des maisons, par un environnement, etc. Mais je pense que le chemin, c'est vers soi qu'on le fait, en fait. Vers le cœur de ce qui nous porte, de qui on est, de notre être. Et donc, on met en alignement, petit à petit, on retaille sur pièce, en fait, notre vie. Et professionnellement parlant, ça peut avoir un impact. Ça a souvent un impact, même, puisque les codes parisiens ne sont pas les codes toulousains, etc. Bien sûr. Par exemple, dans ton cas. Mais pour tout le monde, voilà, ça demande à se réinventer professionnellement parlant. Donc, souvent, c'est une quête de sens aussi à ce niveau-là. C'est beaucoup de questions. Et tu vois, c'est aussi une des raisons, ça me fait penser ce que tu dis, mais c'est aussi une des raisons parfois de personnes qui ont eu besoin de quitter Paris et qui y retournent, c'est qu'ils n'ont pas adapté leur métier à leur nouvelle ville, à leur nouvelle vie. Et j'ai fait cette erreur-là aussi, de me dire que simplement je transportais mon métier ailleurs. Parce que de toute façon, c'était un métier que je pouvais faire partout et qu'il n'y avait pas de raison que je change ma manière de faire. Si, en fait. C'est parce qu'il y a besoin de t'adapter à ce nouveau quotidien que tu te crées. Et donc, s'il n'y a pas cette souplesse-là, ou cette possibilité d'évolution, c'est compliqué, en fait. Et j'en parlais là récemment avec une de mes auditrices qui retourne à Paris parce que elle peut. Elle n'a pas réinventé, elle n'a pas pu réinventer son métier. Elle n'a pas pu ou elle n'a pas voulu, je ne sais pas, réinventer son métier. Ou changer de métier. Ou changer de métier. Parce que ça peut être aussi l'occasion d'avoir un métier qui peut-être correspond mieux à ses aspirations. Ou des fois, le choix de vie, l'environnement de vie, montagne, mer, etc., est plus fort. Et donc, on accepte aussi de faire des métiers qui sont complètement décorrélés de ce qu'on a connu par le passé. Oui, mais ça demande un vrai... une vraie connaissance de soi, déjà. Ouais, et puis un vrai travail d'introspection. Tu vois, je me suis aperçue, là, il n'y a pas très longtemps, que j'étais encore sur des vieux réflexes. Et donc là, je suis vraiment dans une phase de transition où j'essaye de lâcher mes anciennes envies, mais j'ai aussi du mal à savoir aujourd'hui quelles sont un peu les nouvelles. J'en ai une idée, mais tu vois, je continue à alimenter mon carnet mais est-ce que, au final, pour les écrire, ces envies. Est-ce que ce carnet de rêve, il n'a pas lieu d'être ouvert, d'exister tout le temps, au final? Bien sûr. Parce que c'est pas parce que tu es aujourd'hui à Toulouse que tu n'auras pas d'autres rêves. Je pense que la vie, elle va évoluer en fonction de ça. Et peut-être que dans 2 ans, si on a à nouveau une discussion, tu seras dans ta montagne, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Peut-être, peu importe, en fait, au final. Mais il y aura de l'eau. Non, mais tu vois, il y aura un torrent. Dans mon image, dans mon carnet de rêve, il y a une montagne qui tombe dans l'eau et quelqu'un qui est dans un hamac, tu vois, et qui est face à ce paysage, à cette montagne qui tombe dans l'eau. C'est c'est l'image qui m'a portée. Et tu vois, ici, quand on retourne vers Toulouse, parce qu'on est à 15 minutes de Toulouse, donc où je vais régulièrement, je vois les Pyrénées. Ouais. Et ça, tu vois, dans les mauvais jours où ça va pas, où je vois les Pyrénées et ça me redresse, en fait. Tu sais que les montagnes, c'est des terres d'ancrage, où ça facilite l'ancrage pour quelqu'un qui a du mal à s'ancrer. Ouais. Ouais, je ne savais pas, tu vois, mais donc, ça me parle. Donc c'est dans la symbolique, la montagne, pour la déloger, tu vas y aller. La mer, l'océan, on va être plus sur le mouvement, en fait. Donc c'est une autre énergie. Donc déjà, en fait, intrinsèquement, symboliquement, c'est déjà autre chose. Pour autant, pour certains, la montagne, c'est très compliqué. C'est trop oppressant, en fait. Moi, j'ai une sensation de... moi, je peux avoir un déficit d'ancrage par moment. Pour autant, la montagne, c'est trop ancré. Tu vois, donc moi, au contraire, peux avoir très difficilement du mal à respirer, des choses comme ça, tu vois. D'accord. Donc, ça va trop loin, en fait. Tu vois, dans mon échelle d'ancrage, pour moi, ça va trop loin.
Donc ça, c'est hyper important de s'y connecter parce que c'est aussi un moyen de choisir en fait l'endroit où tu vas te connecter. Ça, c'est sûr aussi. Et le lieu de vie. Toi, aussi. Qu'est-ce que tu utilises comme... parce que tu accompagnes aussi des personnes à choisir leur lieu de vie. C'est ça ton métier. Oui. Quels outils est-ce que tu utilises pour les aider à faire le point, justement, tu vois, sur ses envies? C'est pas toujours facile d'avoir accès à son désir. Bien sûr. Et alors, moi, il y a beaucoup j'écoute ce qu'on me dit. Il y a énormément d'écoute. Mais il y a énormément d'intuition, en fait. Ouais. C'est que j'écoute à travers les lignes. Ouais. Et donc, c'est une très grosse partie prenante de mon métier. Et que je peux aussi transposer dans le lieu. C'est-à-dire qu'à travers le lieu de vie, vraiment, la maison, l'appartement, la maison, je vais pouvoir lire quels sont les blocages des gens et des personnes que j'accompagne. Parce que la maison, c'est 95% d'inconscient. Donc, il y a vraiment ça qui est très, très important. Et puis après, effectivement, alors moi, je ne l'appelle pas carnet de rêve, mais on va faire des mood boards, pas des mood boards décoratifs. Moi, c'est pas que je fuis la vision board, alors. Ouais, voilà. Et alors, comment on fait un vision board? Si pour ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie, tu vois, d'utiliser cet outil pour faire un peu le point, est-ce qu'on peut leur donner peut-être Bien un sûr. peu les étapes, leur expliquer un peu Alors déjà, je vais à la manière de presse. faire? Première étape, je vais à la presse et je vais acheter des magazines. Parce que moi, je préfère le papier qu'on peut faire des vision boards sur Pinterest ou ce genre de choses. Pour moi, ça passe par un moment que tu vas créer en te servant un café, en allumant de bougies. Voilà, c'est de se connecter à la vie dont je rêve, si je reprends tes mots. Et donc pour moi, à l'intuition, je vais aller dans une presse et je vais choisir, mais pas uniquement de la déco, parce que pour moi, je mets pas du décor sur ma vie, en fait. Je mets des instants de vie, je mets des scénarios de vie, je mets des envies. Tu vois, ça me donne la chair de poule quand je dis ça. C'est très corporel, en fait. C'est pas j'ai envie d'avoir une jolie tapisserie ou la jolie couleur. Ou voilà, c'est pas ça. Tu veux quelque chose qui te fait vibrer. Ouais, vraiment. Et donc, c'est un moment, ça peut pas être avec une souris en plastique à la main. Ça va être avec quelque chose, moi déjà, qui me connecte au vivant. Et le papier, c'est du vivant. Donc, et donc, voilà. Donc, je vais collecter des images. Alors, moi, quand je le fais moi avec moi, dans mon bureau, j'ai une fenêtre fixe et que j'utilise comme du mood board. Et donc, un mood board, pour moi, ça se construit pas à un instant T. Je dis, ah bah tiens, je bloque 1 heure dans mon agenda. Ça se vit, en fait. Donc, il faudrait prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines, peut-être. Oui, à l'échelle d'une vie, tu sais, c'est pas énorme. Non, mais imaginons qu'on veuille dessiner, tu vois, un projet avec des éléments du quotidien, avec des aspirations, c'est ça, en fait. Et donc, on peut se dire, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est ouvert. Le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. Le temps juste. Et donc, on va collecter telle image qui m'a appelée parce que, alors effectivement, dans les codes de la décoration, si tu prends un magazine de décoration, ça va jamais être moche. Mais le moche de quelqu'un est peut-être le beau de l'autre. Donc, mais en tous les cas, tu vas avoir des images qui t'interpellent, qui te parlent. Mais c'est pas parce que tu vas voir une photo, par exemple, on parlait tout à l'heure de la table de ferme. Tu sais, l'image de la table de ferme, donc c'est beau, c'est le bois, c'est tout ça, mais c'est surtout les moments que tu vas partager en famille ou entre amis. C'est ça que ça interpelle, tu vois, chez toi. C'est avec ça que ça vibre. Donc tu vas découper cette table-là parce qu'effectivement, cette image-là parce qu'il y a une table de ferme, mais parce que toi, tu y raccroches une image d'un moment passé avec des amis ou de la famille. Donc c'est ça que tu vas chercher. Et c'est pas parce que c'est une table de ferme, parce que c'est la mode ou tendance de mettre une table de ferme chez soi. Tu vois, ça symbolise quelque chose. Donc c'est aller chercher la symbolique de chacun de ces moments que tu vas voir à travers ces magazines, en fait. Et c'est les coller sur ton carnet si c'est un carnet, parce que c'est peut-être un peu secret aussi.
Parce qu'on dit, c'est j'ai envie de partir en famille à Toulouse dans ton cas, mais c'est peut-être aussi pour quelqu'un envie de changer de vie et que c'est un côté un peu secret, tu vois. Donc ça peut être aussi dans un carnet, c'est aussi choisir dans un le carnet support. où ça peut être un canson, un grand canson, et sur lesquels on colle ces images, où on les met, et puis on peut le rouler aussi. Pour, je pense à des changements de vie comme une séparation. Bah, t'as peut-être pas envie de confier ta nouvelle vie ou comment tu l'imagines à ton conjoint actuel parce que la vie fait que tu vis encore avec cette personne. Donc voilà, donc vraiment le support aussi est hyper intéressant. Le fait d'avoir un mood board, alors moi il est dans mon bureau, mais je discutais l'autre jour avec Caroline Gomez que j'avais eu aussi sur le podcast. Elle l'a fait dans son salon. Donc voilà, effectivement, quand t'es en famille, c'est de se dire, les enfants, ils ont peut-être envie de... moi, ma chambre, je l'imagine comme ça. Et ça va être une cabane, par exemple. Et donc, pourquoi pas, après, faire vraiment l'idée de la chambre cabane. Mais c'est l'idée que chacun peut participer à ce mood board. C'est quoi notre vie ? Et c'est vraiment le lieu de vie, mais c'est aussi, professionnellement parlant, comment je vais travailler. C'est de se dire, je suis beaucoup dans ma voiture ou je suis pas beaucoup dans ma voiture. Ou je travaille de chez moi, ou je travaille pas chez moi. Et encore une fois, c'est amener ces images, ces mots, ces poèmes, ça peut être aussi des branchages, hein. Ça peut être de la nature que tu vas collecter aussi, que tu vas mettre dans ce mood board, parce que ça te connecte à cette nature-là. Voilà. Et donc ça peut être des photos de magazines, ça peut être des éléments naturels, ça peut être un objet, ça peut être une photo. Ça peut être plein de choses à la fois. Ça peut être une couleur, de la couleur, par exemple, ici, tu vois. Il y a des gens qui sont très connectés à la couleur parce que il y a une émotion derrière chaque couleur. Et c'est de se dire, si tu mets un aplat de couleur jaune, tu ne vas pas ressentir la même chose qu'un aplat de couleur gris. J'ai pas de jugement à avoir sur le jaune ou le gris. C'est en résonance, encore une fois, avec toi, voilà. Mais... il n'y a pas de jugement à porter, en fait. C'est quoi les questions que tu peux te poser imaginons, j'ai envie de changer de vie, et je vais créer je me dis, ok, je crée ce vision board, ou ce mood board. Quelles questions est-ce que je peux me poser pour guider, tu vas pas partir dans tous les sens et tout ça. Comment on peut guider justement la création et créer le cadre, tu vois, qui va être bien, qui va nous permettre à la fois de nous déployer, mais en même temps quand même de pas partir non plus, de s'éparpiller. Alors c'est comment, notamment quand on est, parce qu'en fait, une histoire de zoom. Il y a l'environnement. Pour moi, il y a l'environnement. Donc qu'est-ce que j'ai autour et qui me ressource. Et après, il y a le lieu de vie. Donc c'est vraiment l'entonnoir, c'est de revenir au cœur des choses. Moi, quand j'ai fait mon vision board, moi, personnellement, donc je venais de divorcer, j'avais donc mes enfants, au début en garde alternée, maintenant je les ai en garde complète. Mais je me suis toujours dit, aujourd'hui donc je vis avec Olivier, qui est mon conjoint depuis 5 ans, on a acheté une maison ensemble, etc. Et c'est fou parce que, en fait, il y a un truc dans ce vision board que j'avais mis, qui était la relation que je voulais de couple. On était dans une nouvelle famille qu'on reconstitue, etc. Lui n'a pas d'enfant. Et moi, il y avait un point qui était hyper important. Et alors, c'est marrant parce que c'est un point que j'ai oublié quand j'ai visité ma maison, mais que je me suis reconnectée après. Donc, c'est pour dire que ce tableau-là, c'est important de l'avoir sous les yeux régulièrement parce que ça devient de l'inconscient qui devient conscient parce que quand il revient, tu te dis « Ah bah oui, en fait, c'était sur le vision board, en fait. » Tu vois, c'est très, très puissant. Dans le sens où, là, la question que je m'étais posée, c'est quelle relation de couple j'ai envie d'avoir ? Comment j'ai envie de vivre mon couple au quotidien ? Et souvent, notamment quand on se sépare, on peut avoir l'idée de dire « Ah bah oui, mais je vais pas mettre les enfants à distance, c'est important, il y a un nouveau conjoint, c'est un changement de vie pour eux, machin. » Bon, tu te racontes cette histoire-là. Moi, je me suis dit, mais parce que c'était vraiment dans mon cœur important, moi, j'ai envie que mon couple, ce nouveau couple, il ait une part hyper importante dans ma vie. C'est un de mes piliers, en fait. Et en fait, quand on a visité la maison, donc on a flashé sur cette maison, et j'ai constaté a posteriori que je ne vis pas sous le même toit que mes enfants. C'est-à-dire l'architecture de cette maison fait qu'il y a une maison à étage et accolée une extension. Et on a fait la chambre notre suite parentale, la chambre du couple.
dans l'extension et mes enfants sont à l'étage. Donc, je ne vis pas concrètement... voilà. Mais quand j'ai visité, je ne l'ai pas constaté. Cette suite parentale était une salle de bain à l'époque. Donc, 25 mètres carrés, la salle de bain, ça faisait un peu grand. Tu m'étonnes. Donc, on a transformé cet espace en chambre parentale. Donc, c'est se poser ces questions-là. C'est de se dire, quelle relation de couple j'ai envie d'avoir ? Dans mon éducation, dans la façon dont je vis avec mes enfants, quel âge ils ont, comment j'ai envie de vivre ma relation avec mes enfants. Donc c'est l'architecture de la famille, ça peut être une des questions qui guide le vision board. Ouais. Comment je travaille, comment j'ai envie de travailler, comment j'ai envie de faire évoluer mon métier si je continue à travailler dans le même secteur d'activité ou comment je le fais évoluer. Donc ça veut dire que si je le fais évoluer de telle façon, est-ce que j'ai besoin d'un espace dédié dans ma maison, par exemple, à ce métier. Aujourd'hui, dans ton cas, moi j'ai jamais vécu à Paris, mais dans ton cas, c'est de se dire tiens, moi j'ai toujours rêvé de faire de la batterie, je dis n'importe quoi parce que symboliquement là aussi c'est assez présent, donc dans cette maison je vais m'autoriser à. Et donc il va peut-être y avoir une pièce créative pour toi, mais aussi pour la famille, parce que ça va être une pièce un peu mixte. Le fait d'aller vivre en province, c'est aussi la possibilité d'avoir des espaces plus grands. Je m'autorise à avoir cette pièce mixte qui sera une pièce de musique, mais à la fois une pièce de dessin pour les enfants, etc. Donc c'est vraiment se poser ces questions de quoi qu'est-ce qui sera présent dans cette vie-là. Qu'est-ce que je garde de ma vie parisienne et qu'est-ce que je mets concrètement dans mes cartons, parce que c'est un pilier chez moi, et qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre aussi. Quelle place j'ai envie de laisser à mon couple, à ma vie professionnelle, à la connexion à la nature, et ça passe par le jardin, parce que si tu as une connexion avec la nature, mais qu'au final tu as une cour bétonnée, est-ce que ça fait sens ? Que tu peux fleurir peut-être. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin en fait ? C'est cette question-là qu'il faut se poser, je pense. Ouais. C'est vraiment un moment d'honnêteté de soi avec soi. C'est la présence du voisinage, de comment tu vas créer des relations avec les gens. C'est vraiment c'est voir les manques que tu peux avoir dans ta vie aujourd'hui et comment tu vas aller fleurir en fait quelque part ces pans de ta vie en fait. Et tout ça, ça passe par ça peut passer aussi par le vision board, et c'est comme ça que ça se construit. Ouais. Parce que tu donc l'as en fait, c'est comme un tableau, en fait. Dimensionnel. Ouais. Et c'est quelque chose qui va un peu représenter ta vie, à la fois ce que tu imagines ou ce à quoi tu aspires pour ta vie familiale, pour ta vie professionnelle et pour ta vie personnelle aussi. Oui, sociale. Est-ce qu'il y aura une image de danse, parce que tout à coup tu te dis en fait moi je veux faire de la danse ou apprendre à chanter ou faire du piano, et peut-être que tu feras pas du tout ça, mais tu le feras autrement. Mais voilà, tu le feras autrement. C'est peut-être aussi, tu vois, ça arrive aussi qu'il y ait de la musique. Moi, je travaille toujours quand je fais les playlists des lieux. Alors, je fais ou les personnes font, ça dépend, tu sais, la créativité, etc. Je trouve ça hyper intéressant de créer la playlist de son lieu de vie. Ah, c'est cool. Et la playlist de son lieu de vie rêvé, ça peut être super cool aussi. Mais bien sûr, c'est un chemin, en fait. J'ai des personnes qui ont créé un logo de leur lieu de vie, qui ont nommé ce lieu de vie, tu vois. Moi, j'aime beaucoup la langue des oiseaux aussi, donc rentrer en résonance. C'est quoi la langue des oiseaux ? La langue des oiseaux, c'est une image, en fait. Tu sais, quand c'est très imagé. Quand tu dis, par exemple... alors, je pense à un épisode, et elle en parle beaucoup, Stéphanie, Mademoiselle Pierre, qui était sur le podcast, puisque il y a ma partie podcast aussi. Sur ton podcast Maison Conquête. Maison Conquête, c'est ça. Eh bien, avec Stéphanie, donc, quand elle m'a donné le nom de son village, moi j'ai entendu Paradis Doux. Et en fait, elle a nommé sa maison Paradis Doux. Tu vois, alors c'est Paradou. Donc Paradou, moi j'ai entendu Paradis Doux. Tu vois, donc c'est amener de la poésie. Voilà, ça s'appelle la langue des oiseaux. Alors il y a plein de dictionnaires qui existent, mais l'idée c'est pas d'acheter un dictionnaire ou d'aller chercher les choses, mais c'est de ressentir. Voilà, de ressentir. Et donc faire la playlist d'un lieu, c'est hyper intéressant aussi. Ouais, c'est cool. Parce que, encore une fois,
je vais schématiser, mais si tu choisis que des ambiances un peu lourdes, de la musique un peu lourde, un peu, tu vois, j'imagine l'orgue, moi, etc. Triste, ou triste, mélancolique, etc. Voilà. Okay, ouais. Mais tu peux te connecter à ça, si c'est ton besoin, si c'est ton envie. Parce que c'est un lieu qui va t'amener ailleurs, poétique, parce que c'est un lieu de recueillement pour écrire, voilà. Ça va pas être la même chose que un lieu où c'est la fête tous les jours et tu reçois beaucoup de monde et tout ça. Donc tu veux pas te connecter à la même musique, en fait. Voilà. Donc c'est écrire la musique de ce lieu, c'est aussi intéressant. Voilà. Ça peut être un outil. Ça peut être un outil super, ouais. Donc c'est vrai que avec ces 3 outils-là dont on vient de parler, qui peuvent être soit utilisés séparément selon les sensibilités, mais qui peuvent être aussi utilisés de manière complémentaire. Il y avait le carnet de rêve. Qui permet de faire le point avec des images, des mots. Le vision board, qui, voilà, pareil, avec des images, des mots, mais c'est peut-être pas les mêmes c'est pas les mêmes supports. C'est pas les mêmes supports. Et puis peut-être la playlist aussi, la playlist de lieux dont tu parlais, lieux rêvés ou lieux existants. Mais effectivement, ça permet de se projeter à travers la musique et c'est intéressant aussi ce que ça propose. Et après, moi, quand j'ai fait tout ce travail avec les personnes, donc on a créé quelque part ce lieu. Donc l'idée, c'est de partir en chasse du lieu. Donc c'est aller concrètement sur le terrain et comment on fait. Mais il y a une petite étape intermédiaire, je te livre mon secret, moi. Ouais, vas-y, j'adore les secrets. C'est qu'en fait, je remets une clé, je chine des clés, moi. Ah. Et donc, je remets, quand tout ce travail est fait, que tu sens dans ton corps que c'est là, en fait. Que tu as la vision, en fait. Alors, tu n'as pas visité concrètement une maison, tu n'es pas à cette visite-là. Hein. Mais toute cette vie, en fait, elle est rêvée, imaginée, et concrètement, elle est possible. Parce qu'il y a aussi l'aspect budget aussi, hein, de se dire combien ça va me coûter cette maison, cette nouvelle vie. Tu t'arrêtes à des choses matérielles, franchement. Je suis hyper terre à terre, je suis nulle comme fille. Gaëlle, oh là là. Et donc moi je me suis intéressée aux neurosciences. Ouais, le nombre de zéros est important. C'est ça. Mais à Paris aussi. Donc, bon. Bah oui, non mais c'est sûr. Il faut quand même aussi, c'est pas que percher tout ça, pas que imaginer. Ouais. Il faut passer à un moment donné aux choses concrètes. Et donc en fait je chine des petites clés anciennes que je donne la clé donc à la personne que j'accompagne et je lui demande de mettre à son trousseau de clés. Parce qu'en neurosciences, quand tu t'intéresses à ça, c'est qu'on peut faire gober à notre cerveau beaucoup de choses. Et donc, cette clé, il va entendre, comprendre que cette maison, ce lieu, concrètement, existe quelque part. Voilà. Donc c'est du travail énergétique, neuroscientifique, enfin tu l'appelles comme tu veux, mais en tous les cas c'est aussi un moyen d'ancrer les choses. C'est que tu es prêt symboliquement aussi à passer à la concrétude des choses. Oui, tu peux concrétiser. Et donc partir en chasse du lieu. Voilà. Ouais. Symboliquement, c'est cette clé, la clé de ton nouveau projet, quoi. Ouais. C'est la clé qui recentre en fait tout ce que tu as mis dans ton mood board, vision board, carnet de rêve. Et tout est concentré dans cette clé que tu peux transporter en permanence chez toi et que tous les jours tu vas manipuler. Et donc voilà, ce projet il est plus que concret, c'est une clé. Oui, il est là présent sous tes yeux dans ton quotidien. C'est ça. Donc ça aide à passer l'élan en fait. Super. Voilà. Ouais, je pense qu'avec, c'est très intéressant et je trouve que l'idée de le matérialiser, de concrétiser ce projet qui n'existe pas encore, accroché à ton trousseau de clés, j'aime bien. Alors moi j'aime bien la poésie, donc il y a un côté aussi un peu cette dimension-là, mais voilà, donc ça c'est hyper important. Après l'idée c'est de passer à l'action et de se dire c'est où concrètement, comment je fais et d'ailleurs toi comment t'as fait dans ce moment-là quand tu t'es dit c'est Toulouse, comment ça s'est passé, location, achat, comment tu fais ce choix-là? Alors on a d'abord loué pour une raison bassement matérielle, qui est que nous n'avions pas encore vendu notre maison. Oui. Et tu vois, après coup, je me dis, en fait, on a mis du temps à la vendre, cette maison. Alors, il y avait le marché parisien qui était compliqué. Au moment où nous, on vend à Saint-Ouen notre maison, il y avait presque 40 maisons à vendre
dans la ville, tu vois, D'accord. au même moment que la nôtre dans la ville. Oui. Donc, alors que quelques années auparavant, il y en avait 3-4. Oui. Les maisons ne se vendaient pas, puisque les gens qui achetaient des maisons à Saint-Ouen ou en Première Couronne, ils les achetaient pour y rester. Donc, c'était des baraques, tu vois, tu en avais 3-4 à vendre par an, et donc ça se vendait à prix d'or et tout. Il se trouve que au moment où nous, on vend en 2021, c'est plus le cas. Post-confinement, beaucoup de personnes ont envie de s'éloigner un peu plus de la ville, soit partir en banlieue plus lointaine, soit partir en région. Et donc, on n'est pas les seuls, quoi. Donc, il y a cette difficulté-là. Mais il y a aussi ce truc que je disais tout à l'heure, où j'ai eu beaucoup de mal à lâcher cette maison. C'était ma première maison. Et elle m'a fait un bien fou parce que à Paris, j'étais assez malheureuse. Je me sentais un peu hors sol. Le fait de vivre dans un appartement en étage, c'était pas du tout pour moi. Et ça participait du fait que je me sentais un peu hors sol dans cet endroit. Et là, en fait, c'était une maison où on était de plein pied, avec un petit extérieur et dans une impasse. Ce qui fait que, tu vois, j'ouvrais la porte et j'étais directement... Comment ? La symbolique en psychologie de l'habitat, de l'impasse. On est dans une impasse. Donc on peut pas aller plus loin. C'était une fausse impasse. Ah. Parce qu'on appelait ça une impasse, mais en réalité, c'était une rue en U. D'accord. Qui permettait de faire le tour. D'accord. Tu vois, il y avait quand même un espace de circulation. Mais son nom, c'était impasse. Non, c'était rue. D'accord. C'était pas impasse. On appelait ça, nous, une impasse. Mais moi, j'aime beaucoup les impasses. Ouais. Parce que c'est un endroit qui n'appartient qu'à toi. Tu vois, toi, tu y vois quelque chose contre lequel tu butes. Mais moi, j'y vois quelque chose un endroit où je peux vivre sans qu'il y ait trop de passages devant chez moi. Et un endroit de calme et de tranquillité, en fait. Oui, c'est vrai aussi, oui. Ouais, donc on met notre maison en vente, on cherche une maison en location, et c'est pas facile de trouver une maison en location. Il y a beaucoup d'appartements, mais les maisons avec jardin, comme on avait envie d'avoir, il y en avait assez peu en région toulousaine, globalement. Donc, et puis on a le choix entre deux, et une qui est à 35 minutes de chez mes cousins, et une qui est à 5 minutes de chez mes cousins. Et donc, on a choisi celle qui est à 5 minutes de chez mes cousins. Parce que je me suis rendu compte, en faisant un peu le point, grâce notamment à toutes les personnes rencontrées avec Ciao Paris, c'est que ce qui était important pour moi, c'était aussi d'avoir des relais, du soutien, et d'arriver quelque part pas complètement en terre inconnue. Tu vois ? La sortie de zone de confort, on nous dit toujours il faut sortir de sa zone de confort, machin. Ça, très souvent on le dit. Pour autant, c'est vrai que en plus quand tu as une famille, des enfants, hein, je parle dans ce sens-là, c'est aussi important de mesurer le risque. Exactement. Aussi. Voilà. Tout à fait. Et d'être doux un petit peu aussi avec soi. Voilà. Oui. Donc selon la typologie de famille qu'on a, selon l'état d'être aussi, oui, puis quand on sort d'un burn-out, voilà. C'est ça. C'est aussi important. Moi, je dis aussi, c'est très bien de se connecter à ce qui résonne de façon forte avec soi, etc. Pour autant, il faut aussi tenir compte de comment on est, quoi, comment on se sent, quoi. Parce que aussi, on peut procéder par étapes. Exactement. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça aussi, mettre accepter. De la douceur. C'est que dans ton vision board, tu vois, moi, dans mon vision board, j'ai une montagne qui tombe dans l'eau. Il n'y a rien autour que de la nature, juste un hamac, un lac et la montagne. Clairement, c'est pas possible aujourd'hui dans ma vie. Enfin, tu vois, et c'est juste une image de rêve. C'est pas du tout... Je sais que j'ai besoin de la nature, je sais que j'ai besoin de la proximité avec la montagne, que l'eau, ça me fait du bien. Pour autant, est-ce que dans mon quotidien, je vais vivre à la montagne au milieu de nulle part ? Pas forcément, en fait. Donc, nous, dans notre manière de vivre, on est très famille. On aime pouvoir être entouré. On a des enfants. Et donc, quand tu as des enfants, et mon mari comme moi, on a des métiers qui nous amènent à faire des déplacements. On est journalistes tous les deux. Donc, il faut aussi pouvoir
avoir des relais. Tu vois, clairement, ma petite cousine, elle vient régulièrement garder les enfants, ils l'adorent, c'est super. Ouais. Mais on n'aurait pas pu avoir ça si on avait habité à 40 minutes, dans cette super jolie maison qu'on a vue en loc, qui était au bord de l'Ariège, dans laquelle on pouvait se baigner et tout. Enfin, clairement, on y était, tu vois, on avait vraiment... Mais dans le quotidien, ça ne répondait pas à ce besoin. Et à l'époque, moi, je me connais bien aussi, hein, et à l'époque, je sais que j'ai peur de me sentir seule. En quittant ma zone de confort que je me suis construite à Paris, mon petit réseau, mes amis, mes habitudes et tout, j'ai peur de me sentir seule. Ouais, et les premiers mois, c'est le cas, je me sens très seule. Et je le vis très mal. Et ça fait partie d'un process, tu vois, d'une chose à laquelle j'ai dû faire face quand je suis arrivée ici à Toulouse. C'est ce sentiment de solitude, mais qui a été quand même... quelque part, je l'avais peut-être anticipé en m'installant, tu vois, près de chez mes cousins. Oui. Tu sentais que ça pouvait être ta zone de flottement. Exactement. Ouais. Donc et il y a un tu truc serais arrivé ici, d'entrée de jeu, peut-être que tu n'aurais pas vécu, où il aurait fallu plus de temps pour t'ancrer ici. Je pense que j'aurais été très malheureuse. Voilà. Il y a 2 ans, mes critères... Il y a un temps juste, en fait. Ouais, c'est ça. D'abord, il y a 2 ans, j'avais pas envie d'acheter parce que j'avais toujours cette maison en région parisienne je l'avais physiquement, et parce que je paye un double loyer, donc ça a été quand même aussi une période, tu vois, matériellement, c'était compliqué. Et donc ça a été une arrivée, qui était, financièrement, qui n'était pas très confortable, tu vois. Et il y avait aussi le fait que je l'avais encore dans mon cœur, cette maison. C'était encore chez moi. Mais t'avais la clé encore. Non, mais c'est très symbolique encore ce que je veux dire. Exactement. Mais physiquement, t'avais la clé encore à ton trousseau, donc elle était toujours là dans ta vie, en fait. Ouais. Je lui ai dit au revoir. Une histoire de clé, hein, désolée, ah non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Ouais, elle était plus à mon trousseau, mais j'avais toujours la clé. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Et après, il y avait aussi le fait que même si j'avais vendu la maison, je n'aurais pas acheté direct. D'abord parce que je savais que j'aurais besoin de temps pour me poser et atterrir et puis connaître l'environnement. Exactement, connaître ce nouvel environnement, voir où est-ce que j'avais envie d'habiter, etc. Et il faut du temps. Moi, je trouve que c'est une bonne solution. Et après, il y a une autre question aussi. Donc, il y avait cette question d'aller dans un endroit où je connaissais déjà du monde et d'être proche physiquement d'eux pour vivre quelque chose ensemble. Et la deuxième question, qui est une question que je m'étais pas forcément posée, mais que je me suis posée grâce à Laetitia, avec qui j'étais en échange, qui est une des auditrices de Ciao Paris, et qui m'avait envoyé un message en me disant... un jour, il y a 2 ans, merci Valérie, grâce à Ciao Paris, ça y est, je m'en vais, etc. Et qui, en fait, au moment où moi je partais, se posait la question de revenir à Paris. Et pourquoi ? Parce qu'elle me dit-elle à l'époque, elle avait oublié de se poser la question de son besoin de la ville. Tu vois, elle était à Paris, elle étouffait. Laetitia, c'est une fée. Tu vois, moi je la vois comme une fée en fait. Elle est, on se connaît pas, hein, tu vois. Tout ça c'est des contacts. On a appris à se connaître par message interposé. C'est la magie des réseaux sociaux et puis bon voilà après assez vite et du podcast, mais qui est rendu possible grâce au podcast. Non, c'est clair. Et en fait, Laetitia, donc on se suit, on se parle régulièrement, tu vois. Donc je suis ce projet et je vois à la fois ce moment de joie intense où elle part, où elle loue une maison à la campagne, dans le Lot. Et en même temps, au fil des mois, je sens que le projet finalement ne correspond pas du tout à ce qu'elle s'était imaginé. Et à un moment, on parle, et moi je suis en panique, hein. Je vais partir, je suis en panique. Moi, le changement, c'est compliqué. Je suis... Tu sais, t'as les aventuriers et puis t'as les prudents. Moi, je suis dans les prudents. J'ai le plan A, le plan B, le plan C. En vrai, ça sert à rien.
parce que oui, ça sert à rien. tout vole en éclats très vite. Mais psychologiquement, Ouais. c'est des sécurités dont j'ai besoin. Et donc voilà. Et Laetitia, en parlant avec elle, elle me dit, Valérie, en fait, il y a un truc que j'ai oublié de me demander, c'est à quel point j'avais besoin de la ville, en fait. C'est-à-dire que comme elle était en ville, elle saturait. Et c'est pour ça aussi que, grâce à elle, je me suis dit, mais attends, moi aussi, j'ai oublié de me poser cette question. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de cette maison en location près de chez mes cousins, parce que c'était plus proche de Toulouse. Que cette maison, elle était à 5 minutes de chez mes cousins, mais qu'elle était aussi à 15 minutes de la gare et à 15 minutes de l'aéroport. Et nous qui bougeons beaucoup dans nos métiers, tu vois, moi pour Ciao Paris et pour d'autres, je fais des reportages, je balade un peu partout en France. Il faut que ce soit facile. Oui. Et puis, encore une fois, il faut être doux avec soi. c'est ça. On en revient à la douceur. Et il y avait aussi la question de rester accessible pour mes amis qui sont restés à Paris ou qui sont partis et qui sont ailleurs. Et voilà, si je veux aller les chercher à la gare ou à l'aéroport, c'est facile encore une fois. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un critère hyper important à avoir en tête aussi. Parce que l'énergie de la ville, c'est une énergie qui convient à certaines personnes. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui veulent la quitter que ça ne convient pas à d'autres, en fait. Oui. Donc moi, dans les critères, enfin dans les énergies, dans les typologies d'énergie, il y a l'énergie de la ville qui est présente aussi. Et d'être honnête avec soi en se disant, oui, effectivement, je m'asphyxie à Paris, mais aller me faire une expo, c'est important pour moi. Aller... vivre ce qu'on vit en ville, ça peut être important pour certaines personnes. L'énergie de la métropole, l'énergie au sens dynamique sociale, économique, culturelle, sur un territoire, quand tu peux être en périphérie d'une grande ville et quand même bénéficier de cette énergie-là. Et c'est important aussi, tu vois, là, nous, alors on l'a fait par étapes, comme tu l'as compris. Aujourd'hui, on est dans un village de 3000 habitants, à 15 minutes de la ville. Ça s'appelle, on est dans la communauté de communes des 21 coteaux. Toulouse, c'est très vallonné. Ouais. Donc, nous, on est sur une petite colline autour de Toulouse. À la presque montagne. Ouais. Avec le presque ruisseau au bout du terrain. Enfin, je dis rien, mais on touche quelque chose. Je suis d'accord. Et voilà. Et c'est vrai que il y a quand même à la fois une vraie tranquillité. On est dans une zone nature avec une proximité de la forêt. Un matin, il m'est arrivé de voir des biches. L'autre jour, j'ai croisé un sanglier énorme. Tu vois, il y a un couple d'aigles qui vit là, qui niche pas très loin. Enfin, c'est pas des aigles, ça doit être des rapaces. Des faucons, enfin en tout cas des rapaces. J'adore les rapaces. Et en fait, il y a cette connexion-là avec la nature. Et en même temps, en 15 minutes, je suis à Toulouse et je vais boire un café ou je vais... tu vois, faire un rendez-vous. Ou faire un rendez-vous. Voilà. Mais c'est facile. Mais c'est facile. C'est facile et voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est ça qui me convient. Quand on est à 50 km de la première ville... ou de la boulangerie, ou alors on peut se mettre à faire son pain, mais ça peut être de l'ordre du fantasme en fait. Complètement. Voilà. Donc c'est toujours bien de passer par l'expérimentation et de vivre la concrétisation des choses, parce que c'est important de voir le quotidien qu'on va avoir. Oui. Voilà. Et que il y a plein de critères médicaux aussi des fois, quand on a des enfants en bas âge, un pédiatre, un médecin, l'accès à plein de choses qui est aussi important. Voilà. Ouais. Mais tu sais, je vais utiliser une comparaison, mais récemment, on a dû acheter une deuxième voiture. Je crois que j'avais jamais vraiment acheté de voiture. Enfin, j'en avais acheté, mais toujours parce que quelqu'un que je connaissais en vendait une pas chère. Et donc, ça dépanne. Voilà, c'était un truc en dépannage. Là, aujourd'hui, la voiture dans mon quotidien, c'est quotidien, c'est un besoin quotidien. Donc, et on a dû acheter donc cette voiture. Et en fait, on s'est posé la question. Je ne savais pas comment on choisit une voiture, moi. Moi, je choisis une voiture parce que j'aime bien la couleur. Mais j'ai appris que ça ne suffit pas. Non. Et en fait, on s'est posé la question. En fait, c'est mon mec qui me dit, mais Valérie, il faut se demander
quel usage on va en avoir. Enfin, tu vois, comment on va l'utiliser, cette voiture ? Quels sont nos besoins ? Est-ce que ça va être des trajets du quotidien ? Est-ce que, donc des trajets courts ? Est-ce que ça va être une voiture qu'on va utiliser avec les enfants ? Auquel cas, il faut plutôt une 5 portes, parce que c'est quand même plus pratique. Est-ce que c'est une voiture que tu vas utiliser pour transporter pas mal de choses ? Les voyages à la déchetterie, parce que du jardin... Par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut plutôt une grande voiture. Si c'est une voiture pour des trajets courts, ça veut dire que tu peux miser sur l'électrique. Tu vois, tout ça, c'est aussi des questions. Et je trouvais, finalement... C'est une bonne manière, pour moi ça représente bien un peu les questions que tu peux te poser quand tu t'essayes d'imaginer aussi ton quotidien. Bien sûr. C'est quoi tes besoins au quotidien ? Il y en a qui vont rester, il y a des besoins fondamentaux qui vont rester. Et donc je trouve que c'est une bonne métaphore, tu vois, bien concrète, qui représente bien un peu les ingrédients dont tu peux avoir besoin dans ton quotidien, et dans ta vie. Carrément. Mais je pense que c'est pas très poétique, mais mais il en faut aussi. Il y a le concret, le concret est indispensable aussi. Et c'est pareil avec le lieu de vie en fait. C'est quels sont mes besoins. Voilà, c'est vraiment revenir aux besoins en permanence, à ta façon de vivre, à ce que tu as aujourd'hui, et ce que peut-être tu as envie d'amener dans ta vie demain, grâce à ce changement de vie. C'est important de se poser ces questions-là. Voilà, vraiment. Parce qu'on ne change pas de vie 50 fois dans sa vie, justement. C'est ça. Et la question aussi de... tu sais, on parlait on se disait au début du podcast que déménager, c'est aussi partir à sa rencontre. Oui. Et je trouve que c'est aussi important dans ce projet de travailler cet axe-là et de ne pas le négliger. Parce que même si on part en famille ou en couple, individuellement, il faut se projeter. Bien sûr. Et se projeter dans cette nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle version de soi, dans ce moi qu'on a, dans ce à quoi on aspire, dans ce qu'on a envie de devenir. Il y a forcément des transformations que ça va apporter, ne serait-ce que les transformations des habitudes de vie vont influer sur toi, nourrir tes envies, en créer des nouvelles, t'en faire jeter d'autres. Donc, je trouve que c'est aussi un espace très important. Ça nécessite de laisser l'espace au vide. Ouais. Parce qu'on est dans des vies, et notamment quand on vit en ville, on est dans des vies où on remplit tout, d'activités, de relations sociales. On utilise le temps, on remplit le temps. On le rentabilise. On rentabilise le temps, etc. etc. Et être dans des temps un petit peu plus longs, avoir des espaces de vide, surtout quand on change de vie, ça permet de laisser l'opportunité aussi à des jolies choses d'éclore, en fait, de vivre... de se mettre à une nouvelle activité, de rencontrer de nouvelles personnes, de passer peut-être plus de temps chez soi, de faire éclore une nouvelle passion. Oui, c'est pas du vide au sens où il y a rien. Ah non. C'est de faire quelque chose, pas forcément dans le but que ça t'apporte un résultat ou que voilà. C'est laisser de la place à tout. Ouais. Et c'est une autre vision, je pense, qui est importante parce que quand on arrive quelque part, souvent dans un nouveau lieu. On va à la mairie parce qu'on veut savoir quelles sont les associations de toutes les activités, mais ce qui est normal. Touristiquement, on va aller visiter vite tout ce qu'il y a autour, mais peut-être qu'il faut s'inscrire plus dans un temps long aussi pour savoir et se connecter à ce qui rentre en résonance avec nous, ce qui est important pour nous, etc. A priori, on a fait un changement de vie pour toi de s'installer à Toulouse. On va prendre le temps de découvrir les nouvelles brocantes pour toi. Voilà. Aller dans un temps un petit peu plus long. Et pas laisser ce quotidien prendre la place. Parce que ça nous donne l'impression d'être occupé, en fait. Je crois que ça marche par cercle, en fait. Oui. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, tu vas... Un peu comme les chats, tu sais, quand ils découvrent un nouveau territoire, qui s'approprient un nouveau territoire, ça marche pareil pour nous. C'est-à-dire que d'abord, tu vas
t'occuper de ta maison, de ton chez-toi, puis tu vas commencer à rayonner autour dans ton quartier, puis tu vas aller à l'échelle de la ville, et puis à l'échelle aussi après du département ou de la région ou d'une zone géographique plus large. Peut-être une des manières aussi d'ancrage, enfin une des choses qui a fait ici que vraiment j'ai réalisé que mon centre de gravité était décentralisé, tu vois, que vraiment j'avais changé de lieu de vie, c'était aussi tous les week-ends qu'on s'est fait. On allait beaucoup à l'océan l'année dernière. On a été beaucoup skier une journée, une semaine dans les Pyrénées. On a été aussi sur la côte du côté de Perpignan, etc. Oui. Ça aussi, ça t'aide à réaliser. Ton paysage a changé. Exactement. Et qu'en 45 minutes, on était à Foix, on allait passer la journée au château, on revenait chez nous après le soir. Enfin, c'est... Alors que 45 minutes à Paris, ou en région parisienne, t'es encore dans les bouchons. C'est dans le périph' encore. Ouais. Non, mais c'est clair. Donc, voilà. Et puis, donc ça a participé vraiment à cet ancrage, c'est clair, à l'acter, quoi. Pour le mot de la fin, ça me fait penser à ça. Donc aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu te sens chez toi ? Ça commence. Qu'est-ce qui Disons manque ? Que je me sens pas... je me sens à ma place, en fait. C'est important, déjà. Je commence dans cette nouvelle maison à me sentir chez moi. J'ai encore des trucs à dénouer, tu vois, je me sens pas... Ça circule pas encore tout à fait comme je veux, il y a... Je sais pas, quelque chose... Les choses ne sont pas à leur place, mais toi, tu l'es. Mais en tout cas, moi, je me sens à ma place. Je me sens à ma place avec mon mec. Ça fait, tu vois, cette année, on fête nos 20 ans. Je me sens à ma place avec lui. J'ai plein de projets pour nous. Je me sens à ma place dans notre famille, avec nos enfants. En tant que maman. Ouais, en tant que maman. Je me sens à ma place aussi ici, dans ce village, dans mon petit atelier qui est au fond du jardin. C'est voilà, et sur lequel j'ai la vue sur la maison, et comme tu me l'as fait remarquer, tu vois, je l'avais pas vue. J'adore cette fenêtre qui est dans mon atelier, cette fenêtre ancienne. Mais tu as vu le soleil, toi? Moi, j'ai vu la forme du soleil, mais oui. Le soleil avec ses rayons. Donc je me sens à ma place, et je sens que c'est quelque chose que je construis aussi petit à petit, parce que je sais pas encore tout à fait ce que je ferai demain. Professionnellement parlant, tu parles ? Ouais, professionnellement parlant, ouais. Ouais. Et je suis en train de le construire, de le créer, de l'inventer. Tu fais ton carnet de rêve. Ouais, je fais mon carnet de rêve professionnel. Et tu vois, mon atelier, pour le moment, j'y ai juste posé Je suis en phase d'observation. Mais de là où j'observe les choses et de là où j'observe ma vie, je me sens à ma place. Et j'ai beaucoup de plaisir. Beaucoup. Tu regardes au travers du soleil. Ouais. C'est pas mal comme place, quand même. Se faire une place au soleil. C'est ça. C'est pas mal, je trouve. Merci Valérie. Merci Gaëlle. Si on veut te retrouver, donc tu as une page Instagram. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Ciao Paris, le podcast. Voilà. Sur tu lequel, as une page perso aussi. J'ai un compte perso, c'est Vébo, hein. Et le podcast est disponible un peu comme Maison Conquête sur toutes les applications. Toutes les bonnes applications. Enfin, je passe à la leçon, mais bon, bref. Ouais. Classique. En tout cas, voilà. Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Deezer. Tout. Voilà, quel que soit... Donc on peut t'entendre et te retrouver on par peut là-bas. M'entendre, surtout entendre les invités de Ciao Paris. Parce que vraiment, Ciao Paris, c'est l'espace de toutes celles et ceux qui ont envie de changer de ville ou qui ont déjà changé de ville et qui sont dans cette phase d'ancrage. Et l'idée, c'est vraiment c'était pour moi d'avoir un média et un podcast optimiste
et réaliste, parce que changer de ville, ça peut être très excitant, mais ça peut être aussi très flippant. Et puis matériellement, on embarque aussi, voilà, ça peut avoir des conséquences. Donc c'est important de bien construire ce projet, et on passe par des sacrées montagnes russes émotionnelles quand on change de ville ou quand on change de vie. Et je trouvais que c'était, voilà, d'où cette envie d'avoir un média optimiste pour montrer que c'est possible, hein, qu'il n'y a pas que Paris dans la vie et que c'est pas forcément là où tout se passe. Quel que soit le métier, on peut le faire en vrai où on veut. Et moi, j'ai vraiment envie d'ouvrir ce champ-là, de montrer qu'on peut se décentraliser et que en fait, ça se passe bien, mais qu'il faut quand même bien préparer. Parce qu'on peut rencontrer des obstacles, on peut rencontrer des difficultés. Et l'idée, c'est à travers les témoignages de montrer aussi comment les personnes qui l'ont déjà fait avant nous ont surmonté ces obstacles, les ont franchis. Voilà. Est-ce que tu veux nous raconter, Gaëlle, nous présenter en quelques mots Maison Conquête, qui est ton podcast, ton métier? Donc, je vais commencer par mon métier parce que les choses sont très, très liées. Moi, j'accompagne... alors, je fais 2 types d'accompagnement. C'est vraiment la recherche, en fait, que tu as pu faire en solo. C'est vraiment aider les personnes à trouver l'endroit idéal pour ces personnes, aussi bien dans leur environnement que dans leur lieu de vie. Puisque moi, je travaille sur tout ce qui est psychologie de l'habitat aussi. Et donc là, c'est les deuxième partie de mon métier, c'est d'accompagner des personnes qui, par exemple, ne se sentent pas bien chez eux. Alors, je fais pas de feng shui, même si j'y étais formée, je fais pas tout ça, mais je fais une lecture de leur habitat pour comprendre inconsciemment qu'est-ce qui se passe et où peuvent être les blocages dans ce lieu de vie. Voilà. Et de fluidifier la communication entre ce lieu de vie, entre l'habitant et l'habitat. En fait. Et donc ça passe par quoi? Par exemple un réaménagement de l'intérieur? On peut passer, effectivement, alors pas un réaménagement parce que je ne m'estampille pas comme décoratrice d'intérieur, mais on va travailler sur la circulation, sur la symbolique aussi des choses, c'est-à-dire que si dans un pan de ta vie, par exemple, c'est souvent ce qui apparaît, c'est la partie sociale des choses. Tu n'as pas de table de la salle à manger chez toi, par exemple, tu vas pas pouvoir accueillir des gens chez toi à dîner, par exemple, et que tu constates en parallèle de ça que ce volant social, tu rencontres peu de gens, etc. On va aller travailler, et créer cet espace-là. Donc c'est aussi bien dans la symbolique que dans le concret des choses. Oui. Mais c'est aussi des personnes qui vont acheter une maison et qui ne se sentent pas chez eux, en fait. Ils ne se sentent pas bien, il y a quelque chose qui n'arrive pas à lire. Et donc là, moi, en visitant le lieu, souvent toujours, je peux voir ce que le lieu est en train de dire et pourquoi, à un moment donné, on est entré en interaction avec ce lieu-là. En fait, on ne rencontre pas un lieu par hasard. Hein. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est arrivé là où on est, en fait. Ouais. Donc, c'est lire tout ça. Voilà. Donc, ce sont des accompagnements habitant-habitat, voilà, au sens large. Donc, aussi bien aller rencontrer un nouveau lieu qui va rentrer en résonance, mais aussi comprendre le lieu qu'on habite aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut retrouver donc ton podcast sur toutes les applications d'écoute. Voilà, c'est ça. Et tu as un site internet? Oui, j'ai un site internet, www.maisonconquête.fr, et un Instagram, Maison Conquête. Et le podcast, il est là pour aller visiter nos manières d'habiter le monde. Donc c'est aussi bien habiter le monde. Moi, j'y vois déjà, c'est très concentrique, on le voit. Hein. C'est notre corps, comment on habite notre corps et comment on s'y sent bien quelque part. Donc ça va être des naturopathes, des kinésiologues, voilà, des épisodes comme ça. Et de manière, on va aller voir notre maison, parce que c'est notre deuxième... donc ça va être plus des sujets sur c'est quoi, d'un point de vue plus métaphorique ou philosophique, c'est quoi la maison, c'est quoi son chez-soi, ça va être la mémoire des lieux. Voilà, je m'autorise à aller voir un petit peu tout ça.
Et après, eh bien, on a l'environnement. Donc, ça va être plus des thématiques plus nature, comment on se connecte à son environnement d'un point de vue énergétique, mais d'un point de vue observation de la nature qui peut être autour de soi, ou de la ville aussi, parce que c'est... Oui, tu rayonnes vraiment autour de la question, autour de, comment autour on de la habite le maison monde. et comment on habite le monde, en fait, aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et même tous les lieux qu'on visite, comme des boutiques, comme notre façon de vivre dans une chambre d'hôte, comment ça se crée, voilà. Donc c'est vraiment le lieu, moi, qui est au centre de tout. Super. On partagera cet épisode sur nos 2 podcasts respectifs. Tout à fait. Super, merci. Merci Gaëlle. Et plein de bonnes choses à toi pour ton chez-toi. Alors, prêt à partir ? J'espère que cet épisode avec Valérie vous aura donné envie de passer le pas. En tous les cas, vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner à trouver le bon endroit pour vous qui pourra nourrir tous vos projets. Si vous avez des questions concernant mes accompagnements, eh bien surtout n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur mon site en tapant Maison Conquête. J'ai vraiment hâte de vous entendre. En attendant, si cet épisode vous a plu, eh bien faites-le savoir en lui mettant une note 5 étoiles ou en le partageant sur vos réseaux sociaux. C'est le seul moyen de donner de l'envol à ce podcast entièrement auto-édité. Alors, un grand merci à vous et à très bientôt.